Les bras se lèvent. Comme toujours, tu sais, nous, on est... Très bien. Oui, les réseaux de chaleur, ça implique des réseaux souterrains dans les villes. Oui. Alors, dans nos vieilles villes historiques, dont les sous-sols sont truffés de tas de choses, est-ce que c'est réellement économique d'aller tirer de nouveaux réseaux? Est-ce que c'est difficile, j'imagine? Et est-ce que c'est pas un frein important comparé par exemple à des pompes à chaleur qui font, c'est tout à fait autre chose, mais ça fait la même chose ponctuellement et de façon plus simple puisqu'on apporte l'énergie par le réseau. Alors, il y a deux volets à votre question. Oui. Un volet qui n'était pas à répondre à votre question, mais qui me permet de placer ce qu'on fait avec les pompes à chaleur. Parce qu'en fait, dans une zone comme Marseille, en matière d'innovation, vous avez la thalasothermie, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau de mer, quand on rehausse la température avec des pompes à chaleur, donc c'est une source possible aussi de réseau de chaleur. Je ne réponds pas à votre question, mais il faut dire qu'on associe parfois aussi, et de plus en plus, réseau de chaleur ou de froid avec pompe à chaleur. Et je vais parler des réseaux de froid aussi, qui est un enjeu avec le climat tout à fait important, et on voit une demande de plus en plus forte. D'ailleurs, dans les discussions avec le ministère aujourd'hui, il est question qu'on étende la TVA à 5,5, qui est une TVA réduite pour les réseaux de chaleur verts, aussi aux réseaux de froid verts, de façon à pouvoir se permettre de les développer. Pour répondre, monsieur, à votre question, précisément, oui, c'est vrai. C'est vrai que nous passons par exemple des gros dossiers à notre comité des engagements national, et que le taux de rendement, le taux de retour sur l'investissement, est calculé en fonction de travaux estimés au départ le plus juste possible. Je ne vous cache pas qu'on a parfois des surprises sur ce qu'on trouve dans les sous-sols. Je me rappelle d'un tunnelier, on a eu une crise, il se trouve que ce jour-là j'étais au siège, et c'est moi qui me suis retrouvé Amsterdam, directeur de la crise, d'une grande ville du Nord, où un des tunneliers de nos sous-traitants a percé un tuyau d'approvisionnement d'eau d'une grande ville. C'était un des tuyaux principaux, 2 mètres de diamètre, pour vous donner une idée du tuyau, parce que il est, sur le plan qu'on lui avait donné, le tuyau n'était pas indiqué, et malheureusement, voilà, des choses qui peuvent arriver et qui augmentent le coût. Et ça, c'est vrai que c'est des choses, il y a des clauses contractuelles, etc., qui nous permettent de garantir des assurances. C'est pas toujours facile. On y arrive. Aujourd'hui, on a un énorme travail sur Lyon Métropole. On vient de décrocher le contrat de Lyon. À terme, le réseau de Lyon, ce sera 1 TWh par an de chaleur. Pour vous donner une idée, on a parlé du réseau de CPCU tout à l'heure. CPCU, qui est de loin le plus gros réseau de France, et je crois 5 à 6 TWh. Voilà, mais après, le petit, mais Lyon va être un des plus gros réseaux. Donc on creuse. Alors c'est vrai qu'on se sert, pour répondre à votre question, aussi du digital. Par exemple, pour creuser des rues, on a simulé, on a regardé un peu historiquement avec un ordinateur en numérique la circulation des routes, quand est-ce que ces rues étaient moins utilisées que d'autres, l'été, etc. Donc on planifie nos travaux en fonction de l'utilisation des rues que nous maintenant nous pouvons faire grâce au numérique. Donc c'est vrai, je ne crois pas que c'est un gros travail, c'est coûteux, c'est des investissements. C'est pour ça aussi qu'il y a le fonds chaleur qui, quand un réseau vert, nous aide à financer ces investissements. Mais globalement, je dirais, c'est jouable, si tant est qu'on ait une délégation de service public, qui est un modèle français, suffisamment longue pour amortir les investissements. Donc c'est vrai que c'est des contrats de 15, de 20, voire 25 ans pour amortir ces investissements. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Merci. Une autre question, Jean-Pierre Chaussard. Oui, c'est tout à fait à la suite de cette question. Il y a un réseau à Paris qui est le réseau d'eau brute filtrée. Est-ce qu'il est envisagé de l'utiliser justement comme réseau de distribution d'eau pour des pompes à chaleur dans les immeubles? Alors, comme ce réseau est géré par notre concurrent, Psychophilie, et que notre ami derrière a levé la main, je vais lui laisser la réponse à votre question. La réponse est ici.
Juste pour Saint-Vincent-de-Paul, c'est une information. La source de chaleur qui est envisagée pour alimenter la boucle locale, c'est la récupération de chaleur sur le réseau d'eau brute filtrée. Donc c'est pas utilisé comme fluide caloporteur pour la distribution de chaleur, mais c'est sur cette source qu'on mettra nos pompes à chaleur pour alimenter en chaleur renouvelable Saint-Vincent-de-Paul. Merci, très bien. Oui, Jean-Paul Hulot. Question très courte. Quid de la chaleur fatale des réacteurs nucléaires, à part Graveline? Chaleur, période de la cogénération. Ah, ça c'est un de nos vieux dada avec Claude. Hein. J'ai initié quelques réunions entre EDF et Dalkia. Ça fait qu'on y réfléchit. Le problème de fond, c'est que beaucoup de centrales nucléaires, évidemment par définition, sont loin de nous habiter. Donc il faut tirer les filets. Alors aujourd'hui, on a fait énormément de progrès. Hein. Je ne vous ai pas parlé de la température de l'eau et historiquement a tendance à baisser la température, à se faire les réseaux de chaleur en basse température, en dessous de 110 degrés. Les plus anciennes de la vapeur à plus de 200 degrés. D'ailleurs, ces PCU fonctionnent toujours avec ce système d'eau à 200 degrés. Bon, de plus en plus, on peut pas se température. Mais, pour répondre à la question, Quelles sont les oui, perspectives nucléaire, oui. Alors, je sais d'ailleurs, en regardant un peu l'histoire de votre association, qu'un des fondateurs de votre association avait travaillé chez Technicatome, et vous y avez travaillé sur des projets de petites centrales nucléaires comme source centrale de chaleur. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que le problème, c'est que l'eau n'est pas très chaude, mais sur des centrales moins chaudes quand même que ce qu'on prend l'habitude. C'est très loin, mais je ne désespère. Alors, on le fait. Je sais qu'il y a quelques sur Saint-Laurent-des-Eaux, je crois que localement, pour des terres, etc., sur les crocodiles, etc. Il y a surtout Graveline avec le port du Graveline. Et Graveline, voilà, je ne suis pas sûr qu'à court terme, ce soit voué à un grand développement. Ça me paraît très beau intellectuellement, voilà. Et il y a beaucoup de chaleur pour vivre quelque part, et il y a des gens qui voudraient en avoir, mais c'est compliqué. Merci. Madame Claude Fischer. Madame Claude, donc c'est un prolongement de la question de Jean-Paul en fait. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la proposition des écomodernistes en Finlande qui propose de remplacer l'alimentation des réseaux de chaleur au charbon actuellement par des SMR, c'est-à-dire effectivement des petites centrales nucléaires. La proposition retient toute l'attention du gouvernement polonais et de l'Europe. Si ça doit se développer, Dalkia, filiale d'EDF, on est bien placé pour y travailler. Voilà. On va prendre une autre question, Monsieur Guesnec. Oui, moi, vous avez dit un tout petit mot tout à l'heure sur la question. Moi, la question que je pose, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la chaleur fatale en horticulture de manière beaucoup plus importante qu'actuellement, ou en pisciculture? Voilà, moi, je me rappelle d'avoir entendu Michel Hugues, à qui j'avais posé la question, mais il y a de ça des décennies, dire que si on utilisait la chaleur fatale des centrales nucléaires, on pouvait révolutionner le marché de la fraise. Ça se fait à Saint-Laurent, ça se fait à Gravelines, où il y a l'une des plus grandes piscicultures d'Europe. Ça se fait à Bugey, ça se fait à Chinon. Donc ça s'est bien développé. Alors, c'est pas toujours simple. Monsieur Blatin, ici présent, peut témoigner que nous avons bossé ensemble sur un dossier à Cattenom, à la fois de pisciculture, mais associé à une transformation en fait, du poisson pour le commercialiser sous des formes évoluées. Et on n'a pas réussi à déboucher pour des raisons d'acceptabilité socio-administrative, on va dire. Hein? Oui, mais ouais, juste pour enchaîner là-dessus et pour revenir sur l'exposé qu'on a eu tout à l'heure, moi j'ai géré ça à Chinon, puisqu'on avait des roses, etc. Alors une des vraies difficultés, c'est que l'eau dont on dispose dans nos centrales nucléaires est assez chargée en amibes et en légionnaires.
parce qu'on a toutes les conditions où elles se vivent parfaitement. Donc il faut être très vigilant à ça, il faut mettre des échangeurs de chaleur, ce qui fait que ça perd énormément en rendement. Les horticulteurs ont tendance finalement à l'utiliser en direct. En plus, ils brumisent, donc pour les déjeuners et tout. Donc ça pose tout un tas de soucis. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et si demain il y a une légionellose chez l'horticulteur, je pense que l'exploitant que j'étais, que d'autres étaient, va un petit peu souffrir. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je voulais revenir sur deux termes qu'a utilisé Eric. Un que je voulais souligner, c'est les contrats de performance. Ce matin, enfin, on parle de résultats et de performance et pas seulement d'un moyen mais en œuvre. Donc je savais ce que faisait Dalkia, mais ça, je pense que c'est... On a évoqué hier la difficulté de mettre en mouvement les gens sur la performance de leur bâtiment. Qu'est-ce qui les motive? Un contrat de performance dans ce sens-là. Je vais être un petit peu critique sur le deuxième terme. Tu as utilisé le terme de réseau vert. Oui. Alors je pense qu'il faut être assez précis, ça dépend quelle est la définition. Et en particulier sur la biomasse, je pense que la biomasse, et comme les énergies renouvelables, c'est pas durable par nature. Parce que, il y a la nature de la biomasse, mais il y a la façon dont on l'approvisionne. On sait déjà, quand j'étais à EDF, j'intervenais beaucoup là-dessus. Ça dépend de où vient la biomasse, comment on l'approvisionne, le transport, enfin, etc., etc. Et toute la chaîne de logistique et de chalandise qui peut totalement faire perdre l'intérêt de l'opération. Donc, il faut faire attention. Enfin, je sais que Dalkia a fait ça bien, mais, et d'autres aussi, mais il faut faire attention de ne pas trop vite dire les réseaux verts, etc. Il faut être assez précis sur ce qu'on dit. Bon, alors juste pour confirmer ce que tu dis, je suis d'accord avec, puisque la règle, c'est que l'ADEME donne des subventions du fonds chaleur que si la biomasse provient de moins de 80 km autour du lieu de la chaufferie, pour éviter que finalement on achète du bois brésilien, ou indonésien, avec un coût carbone, ce qui peut se faire par ailleurs. Ce qui existe en France, peut-être. Enfin, nous, on est très vigilants là-dessus. Une question de monsieur Jean Flucher, Lionel de son état. Oui, vous mesurez comment le rendement même du réseau de chaleur, c'est-à-dire entre ce que vous envoyez, ce qui est utilisé et ce que vous recevez en retour. Je présume que tout ça est mesuré. Oui, alors déjà, on peut parler d'énergie primaire rentrante et sortante. Voilà. Bon, c'est très simple, c'est mesuré, puisque en 2018, Dalkia a rentré l'équivalent de 40,5 TWh, et qu'avec ça, on a produit 26 et quelques TWh de chaleur, et il ne faut pas oublier avec la cogénération, même si elles vont se terminer, qu'un peu moins de 5 TWh d'électricité. Donc voilà, l'écart entre les deux. Et c'est effectivement mesuré. Et ça, on l'a aussi, énergie par énergie, parce que c'est gaz, etc. Donc je dis ça parce qu'à Lyon, il y avait le réseau lyonnais, que vous connaissez bien, et puis il y avait un réseau en régie à Villeurbanne, où ils travaillaient à dos perdu, quoi. Il y avait tellement de pertes qu'ils étaient toujours en train de réapprovisionner le réseau et que les coûts pour les usagers du réseau de chaleur étaient prohibitifs, bien entendu. Alors vous montrez ça sur un plateau, c'est bien pour ça que Villeurbanne vient de nous confier son réseau de chaleur. Ah, c'est une très bonne information. Merci. Henri Prévost. Oui, merci. Oui, je trouve que j'avais fait il y a dans le temps un rapport sur le réseau de chaleur. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur la question de biomasse. Alors, j'ai fait et récemment, dans une note qui est parue dans Terra Nova, je vous fais cette proposition. C'est que quelqu'un comme Dalkia, qui est très soucieux de l'origine de son bois, pour que ça soit justement vert, finance la transformation de mauvais boisement en beau boisement. Donc, vous financez la transformation de taillis en futé. Vous passez avec le propriétaire un contrat en disant je prends financement, charge de financement de la forêt, c'est 4 000 € par hectare, un truc comme ça. Vous me donnez votre bois et vous me rembourserez plus tard en bois. Et je complète en disant que c'est tellement intéressant du point de vue du CO2, cette opération, que, surtout à cause du bois d'œuvre que je vais produire, que ça devrait être financé sur des fonds publics, enfin, pour pouvoir avoir des trucs grâce à la taxe carbone, puisque c'est le moyen le plus avantageux, il n'y en a pas d'autre, d'éviter les émissions de CO2. Bon.
Voilà, donc on aurait là, je rêve un peu peut-être, mais c'est un truc que j'ai proposé au cabinet de l'agriculture, enfin, et aux députés, et Dalkia pourrait être un facteur, un marqueur essentiel, puisque vous vous intéressez au financement en aval, vous pourriez vous présenter au financement en amont, qui vous procure de la ressource qui autrement ne serait pas vendue, parce que les gens s'en moquent bien de leur forêt, mais si je vous finance la sylviculture derrière, ça fera sortir le bois. Vous trouvez le bois, vous préparez des fondations de plantation, vous passez un contrat à long terme avec les propriétaires, qui est assis sur leur reconnaissance de dette, ils doivent vous rembourser, mais ils vous rembourseront pas plus que ce qui sera coupé. Hein, donc on règle aussi toutes les questions de risque dont on parlait. Voilà, c'est un projet que j'ai présenté dans cette note, et on pourra en parler. On va en parler d'autant plus volontiers qu'on a passé au dernier COMEX d'Alkia il y a une semaine, notre stratégie sur notre filiale Bois Énergie France. On a pris la décision de remonter un peu plus en amont pour aider à structurer et à mieux cette filière française de Bois Énergie qui mérite d'être un peu mieux parfois structurée, qui est un petit peu parfois chaotique et désordonnée. Voilà. Pour en parler volontiers. Merci Eric. Jean-Pierre Pervès. Oui, il y a une question sur la crédibilité de ce qui nous est offert. Vous avez noté tout à l'heure que l'ADEME et le ministère avaient reçu une volée de voix vert de la Cour des comptes sur les financements énergie thermique par rapport à l'énergie électrique. Et depuis, donc, dans la PPE telle qu'elle nous a été montrée en début 2019, on nous annonce une forte croissance sur le thermique, et en particulier sur la chaleur fatale. Alors, ce qui est très curieux quand on regarde les chiffres, c'est qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a un virage du ministère, mais il semble absolument pas prêt à ça. Parce que si vous regardez les 5 premières années, la croissance reste moderne. Et tout d'un coup, il nous annonce un miracle à partir de 2023, et entre 2023 et 2025, c'est pratiquement un facteur 4 qui débarque. Alors, est-ce que vous avez un avis sur le sérieux de ce qui nous est offert au niveau de cette PPE? Eric, on est entre nous. Hein, oui, à part que je suis complètement filmé, enregistré, et que ça ne pourra pas être retenu contre Dalkia. Alors, on sent une volonté politique et on a en face de nous des interlocuteurs, notamment je pense à la ministre Emmanuelle Vargon, un très pragmatique, très terrain, qui sait bien qu'il y a des enjeux forts et qu'avec le prix du gaz et de la molécule de gaz, actuellement moins de 10 €, donc c'est compliqué de faire de la biomasse ou de l'énergie renouvelable quand vous avez un gaz naturel aussi peu cher. Donc elle sent bien que c'est un vrai sujet. Et donc il y a un groupe de travail qui s'est réuni avec les acteurs, qui va sortir le 2 octobre, des conclusions claires justement pour aider à développer et atteindre les objectifs. Voilà. Donc je crois qu'ils ont tout à fait conscience de l'ambition de leur projet. Merci. Oui, moi pour une fois je ne vais pas être critique et je vais relater une expérience réussie, donc effectivement que j'ai eue à la fin de ma vie, professionnelle, avec Dalkia sur le réseau de chaleur de Dijon, donc avec Dalkia. Et là ça a été une parfaite réussite, donc on a supprimé, on était l'un des plus gros clients, on est le deuxième après l'hôpital, l'université, donc on a été le premier client du réseau de Dalkia, et en fait on a substitué à une production de charbon, c'était en 2015 quand même, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, en 2013-2015, une production de charbon avec des vieilles chaudières Babcock-Wilcox, énorme, c'est les mêmes que sur celle du Titanic, entre parenthèses. Voilà, on a substitué ça à un réseau de chaleur avec 2 échangeurs à plate qui ne sont pas plus grosses que les chaises ici, donc déjà un confort d'exploitation énorme, donc un énorme saut qualitatif. Ensuite, on a confié évidemment la fourniture de chaleur, mais aussi le réseau secondaire, parce qu'on a un réseau secondaire, avec un contrat d'intéressement. Et à cette occasion, moi j'ai eu qu'à me louer des services je dirigeais le service technique à l'époque, j'ai eu qu'à me louer des services de Dalkia. On a fait 20% d'économie à confort égal, parce que souvent les contrats d'intéressement, l'exploitant il fait de l'argent, mais seulement il ferme les robinets, donc les gens ont froid, à confort égal. Et là-dessus, je peux dire que c'est très, très positif, c'était une expérience très positive, et je crois qu'il faut le dire. Voilà. Tu arrives à ajouter, là, hein. Tu vas repartir avec la musette remplie, là.
Autre question, il me semblait qu'il y en avait une par ici. Encore Jean-Pierre. Oui, alors une autre question, c'est que alors, je vous sors peut-être du domaine d'Alkia, parce que je ne connais pas bien le périmètre. En fait, le vrai souci quand on parle de CO2, c'est l'immense masse de maisons un peu réparties partout, qui sont encore refuelées au gaz. Et toute la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez un rôle dans la rénovation de l'habitat diffus, avec un passage, par exemple, en géothermie, moyenne surface ou pas du tout? Parce qu'on a le sentiment que ce qui manque, c'est l'appui ingénierie et proposition dans ce domaine. Alors, bon, on ne peut pas tout faire, c'est pas notre métier. Nous, on est vraiment, enfin, dans le jargon anglo-saxon B2B, auprès d'acteurs collectifs. Hein, nos clients, c'est les gérants d'HLM, des hôpitaux, etc. Mais le diffus, c'est compliqué. C'est essentiel. Je sais bien. Il y a notamment une offre assez absente du marché. C'est pour tous les particuliers qui veulent s'équiper en pompe à chaleur au haut, c'est-à-dire, alors on a parlé de pompes avec des pompages d'eau, mais il y a aussi la technologie sèche où on met sous terre, enfin on fait un forage pour mettre un capteur, un échangeur, c'est un double tube, et ça, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas d'offre aujourd'hui valable, enfin si vous en connaissez, dites-le, de la part de foreurs très expérimentés là-dessus, ayant résolu tous les problèmes administratifs, parce qu'il y en a à la main, pour rendre beaucoup plus accessible cette question du forage. Et je me demande, moi, des fois, si un gros opérateur, Dalkia pourrait en être un, pourrait pas développer avec les bons partenariats, les bonnes technologies, etc., une offre beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui, qui est presque inexistante, il faut le dire. Je suis reparti dans ma besace avec deux idées. Celle-ci, puis l'autre sur le bois, en amont de finir bois. Moi, je reviens avec les poches pleines, très bien. Allez, une dernière question de Jean. Bon, il y a le problème des gros méthaniseurs agricoles, élevage. Est-ce que vous avez des équipes qui exploitent ces gros méthaniseurs pour faire du biométhane que vous allez brûler ensuite dans vos chaudières de réseau de chaleur? Oui, dans la panoplie d'Alkia, il y a Dalkia Biogaz, dont c'est le métier. Je te remercie énormément, Eric, d'avoir fait le déplacement pour nous, mais je sais et j'ai personnellement vu qu'aucun déplacement ne te rebutait. On s'est retrouvés dans des endroits du monde pourtant sacrément difficiles d'accès. Et ça a été vraiment un grand plaisir de te revoir. Et oui, tu repars avec une musette remplie de compliments et d'idées. C'est quand même incroyable. Alors, je pense que ça mérite quand même un retour d'ascenseur, hein, Eric. On va lui demander des choses, on va lui demander de nous aider sur certains points. Merci, Eric.